Bonjour à tous, bonjour Brigitte Bonjour. et bonjour Cyril. Bonjour. On a déjà parlé ce matin de l'approche tout durable, dont l'environnement est un des 3 axes. Cyril, quels sont les plus grands défis auxquels le groupe fait face en la matière? Alors déjà, je vais commencer par rappeler que depuis plus de 30 ans, le groupe Michelin est engagé dans l'action pour réduire son impact environnemental, en conduisant les opérations de manière exemplaire et aussi en concevant des produits, des services et des solutions toujours plus innovants pour contribuer au progrès d'une mobilité durable. Alors, les enjeux environnementaux se multiplient aujourd'hui, en particulier pour nos activités dans le pneu. Alors, le marché automobile, on le sait tous, est en profonde mutation. Les véhicules doivent répondre aux demandes des consommateurs qui aspirent à des véhicules plus confortables, plus sécuritaires et plus technologiques. Et les changements réglementaires, comme les normes d'émission ou les crash tests, sont de plus en plus sévères. Alors, la conséquence, c'est que les véhicules sont de plus en plus lourds. Alors, les marchés du pneu, forcément, s'en trouvent profondément changés. Les pneus doivent être montés sur des véhicules plus lourds. Alors, quand on dit des véhicules plus lourds, ça veut dire des freins plus grands pour pouvoir freiner ces véhicules, et donc des roues plus grandes, et donc des pneus aussi plus grands et qui consomment plus de matière. On voit aussi des pneus qui doivent s'adapter aux besoins du changement climatique. On vit tous des aléas climatiques de plus en plus nombreux, ce qui explique la croissance du pneu all-season en Europe aujourd'hui. Et puis enfin, le boom des véhicules électriques qui nécessitent des pneus adaptés dans leur niveau de bruit, leur efficacité énergétique et la résistance à l'abrasion. Alors, dans ce paysage nouveau, un impératif majeur s'ajoute et domine tous les autres: la réduction de l'impact environnemental des produits. Alors, afin de réduire l'empreinte environnementale des produits, l'industrie est soumise à de nombreuses injonctions de beaucoup de parties prenantes, dont les citoyens, les consommateurs, les autorités réglementaires, les concurrents, les investisseurs. Mais on doit aussi conjuguer tout ça avec nos propres ambitions de progrès. Alors, ces injonctions, elles couvrent la nécessité de réduire le réchauffement climatique, de lutter contre la raréfaction des ressources et de préserver la biodiversité. Et en face, on a des leviers, donc, comme par exemple augmenter la recyclabilité des produits, les quantités de matériaux ressourcés, recyclés et biosourcés, l'augmentation de la durée de vie des produits ou leur réparabilité, l'augmentation de leur efficacité énergétique, la réduction des émissions de particules ou la récupération des produits en fin de vie. Ah, maintenant que tous ces leviers sont connus, j'imagine que c'est facile. Alors malheureusement non, ce serait trop simple. Un progrès sur un des axes peut entraîner un recul sur un autre. C'est ce qu'on appelle les transferts d'impact. Alors je vais prendre un exemple, le taux de matériaux renouvelables ou recyclés. On pourrait dès aujourd'hui faire un pneu avec 100% de matériaux renouvelables ou recyclés. Et pourtant, les performances de ce pneu seraient pour certaines en recul, comme par exemple la durée de vie ou l'efficacité énergétique. Donc ce ne serait pas un progrès sur l'empreinte environnementale. La même chose, on aurait les mêmes résultats si par exemple on augmentait la quantité de matériaux recyclés dans la bande de roulement. On aurait une diminution de la durée de vie. Donc ça, ce sont des technologies qui doivent être faites de manière plus performante. Alors le défi, c'est d'arriver à gérer toute la complexité de ces leviers sur plusieurs axes et d'identifier les leviers les plus importants pour réduire efficacement et de manière importante l'empreinte environnementale de nos produits, tout en maintenant, comme on l'a vu, l'équilibre entre nos 3 P que sont Profit, People et Planet. Alors justement, Brigitte, comment concilier tous ces impératifs et comment le groupe prend-il en compte son impact environnemental dans ses choix et dans ses décisions? Alors, vouloir réduire notre empreinte environnementale implique de travailler sur tous les aspects à la fois. Pas juste sur quelques-uns pris séparément. Non, sur tous. Et en même temps, dans une approche globale, holistique, pour éviter justement le type de transfert d'impact dont Cyril vient de parler. J'améliore quelque chose d'un côté, mais je dégrade autre chose d'un autre. Cela veut donc dire prendre en compte tous les impacts environnementaux possibles, comme par exemple sur l'eau, sur l'air, le sol, les pollutions et leur toxicité,
la raréfaction des matières fossiles, mais aussi toutes les phases du cycle de vie de nos produits ou services, depuis les matières premières jusqu'à leur fin de vie, en passant par toutes les étapes de fabrication, logistique et bien sûr d'usage. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire du berceau jusqu'à la tombe. L'outil permettant cela s'appelle l'analyse du cycle de vie, ACV en abrégé. Et nous systématisons son usage pour généraliser nos diagnostics d'impact environnementaux à tous nos produits et services. Vous voyez par exemple sur cette illustration d'un pneu de voiture particulière que sa phase d'usage est largement la plus impactante sur l'environnement, devant l'utilisation des matières premières. Et cette mesure de l'impact, elle prend en compte à la fois les émissions de carbone et l'utilisation de ressources, par exemple. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas moins de 16 impacts environnementaux qui sont évalués au total dans l'analyse du cycle de vie, dont effectivement les impacts sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et sur l'utilisation des ressources naturelles. Et cette analyse, elle se fait à l'échelle de l'entreprise ou produit par produit? Elle se fait par produit. En fait, on devrait même dire par produit plus service. En effet, la proposition d'un produit n'a de sens que pour répondre à un besoin, c'est-à-dire remplir une fonction attendue par l'usager. L'analyse doit donc impérativement prendre en compte cette fonction à remplir. Par exemple, si la fonction à remplir pour un pneu est de pouvoir faire rouler une voiture de tourisme pendant 60 000 km en Europe avant de devoir être changée, et que vous proposez un pneu qui a une durée de vie sur usure de 60 000 km, alors l'analyse devra prendre en compte 4 pneus. Mais si vous proposez un pneu dont la durée de vie sur usure n'est que de 30 000 km, alors c'est 8 pneus, et non plus 4, qu'il faudra prendre en compte pour l'analyse. Vous comprenez que cela peut changer significativement l'appréciation des impacts environnementaux que cela peut générer. En fait, la genèse d'un produit est clé. 80% de tous ces impacts environnementaux sont déterminés dès sa phase de conception. C'est bien pour cela que nous généralisons la pratique de l'analyse du cycle de vie dans une démarche d'éco-conception que nous généralisons également pour tous nos nouveaux produits et services. Alors, on a vu que la phase d'usage représentait une part importante de l'analyse du cycle de vie. Quels sont les moyens d'en réduire l'impact? Alors, on dispose de 3 leviers pour réduire l'empreinte environnementale en phase d'usage. Le premier, c'est la résistance au roulement. Alors, la résistance au roulement, elle est d'ordre 1, car elle conditionne directement et indirectement les émissions de CO2 de tous les véhicules, qu'ils soient thermiques comme électriques. Et Michelin ne débute pas dans le domaine. On a inventé les pneus basse résistance au roulement il y a plus de 30 ans. Depuis, le travail incessant pour augmenter l'efficacité énergétique, donc diminuer la résistance au roulement, a permis de diviser par plus de 2 la résistance au roulement de nos pneus. C'est primordial parce que plus de 30% de l'impact environnemental d'un produit vient de sa résistance au roulement. Je le rappelle, un plein sur 5 sur un véhicule thermique est consommé par les pneus en raison de sa résistance au roulement, donc c'est énorme. Et sur une voiture électrique, ça joue 2 fois. Ça joue une première fois en roulage, en consommant une partie de l'énergie de la voiture, mais aussi au freinage, lorsqu'une partie de l'énergie, ce qu'on appelle le freinage régénératif, devrait retourner dans la batterie et est absorbée par les pneus. Donc, la résistance au roulement joue un rôle primordial sur l'autonomie du véhicule électrique et l'énergie qu'il faut pour faire un trajet. Et après l'efficacité énergétique, quel est le levier le plus important? Alors, deuxième levier, c'est la longévité. Et c'est un autre atout des pneus Michelin. C'est souvent d'ailleurs une des premières raisons pour nos clients d'acheter un pneu Michelin. Alors cette performance, elle est reconnue par la profession, comme vous le voyez ici sur ce slide, avec les résultats de l'ADAC, l'Automobile Club allemand, publié en 2023. La caractéristique principale d'ailleurs qu'on attend d'un pneu durable, c'est de durer. Donc cette longévité, elle conditionne, comme l'expliquait Brigitte, le nombre de fois où vous devrez changer vos pneus. Donc, ça veut dire extraire plus de matière, faire cuire les pneus, les refabriquer, les transporter. Donc la longévité, elle est en plus associée chez Michelin à des performances de très haut niveau tout au long de la vie du pneu, de façon à ce que nos consommateurs
puissent garder leurs pneus jusqu'au moment du remplacement au témoin d'usure. Et cette longévité, elle compte pour 20% dans l'impact environnemental du pneu, donc c'est extrêmement important. Donc des pneus plus économes en énergie, des pneus qui durent plus longtemps. Est-ce qu'il y a un autre levier pour limiter l'impact lié à l'utilisation? Alors, troisième levier, puisqu'on a parlé de 3 leviers, sont les particules d'usure. Alors, elles comptent pour presque 10% dans l'empreinte environnementale du pneu. Alors, la quantité d'émissions de particules d'usure est une performance du pneu, une vraie performance du pneu. Elle se mesure en grammes par milliers de kilomètres de particules émises. C'est une performance dans laquelle Michelin est engagé depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, pour développer des pneus qui émettent le moins possible de particules d'usure. L'ADAC, l'Automobile Club allemand, a publié en mars 2022 une étude qui montre très clairement le leadership de Michelin sur cette performance par rapport à nos concurrents premium. On voit ici qu'en moyenne, Michelin émet 28% de moins que ses concurrents premium, ce qui est énorme. Alors donc, les manufacturiers ont une responsabilité très importante dans le design de leurs pneus, parce que ça peut faire varier de 1 à 4 le rapport entre les meilleurs pneus et les moins bons. Donc par exemple, en reprenant les résultats de l'ADAC et en combinant avec des tests internes qui ont été conduits par Michelin sur plus de 2000 pneus, on arrive au constat suivant. Sur cette image, on représente ici les quantités de particules émises par 4 pneus sur un véhicule qui parcourrait 20 000 km par an. Vous voyez que ici, ce résultat, le meilleur pneu Michelin émettrait 1,6 kg de particules par an, donc les 4 pneus. La moyenne marché de tout ce qui a été testé est à 3,6 kg. Mais les moins bons, regardez, c'est énorme, plus de 8 kg émis par an. Et c'est pour cela que Michelin est engagé, et on est très favorable, à une réglementation à seuil, partout dans le monde, pour éliminer les pneus les moins performants du marché. C'est exactement le cas de ce qui se passe en Europe actuellement, avec la proposition de réglementation qu'on appelle Euro 7, et qui vise à mettre un seuil sur les émissions de particules de pneus en Europe. D'accord, donc la phase d'usage du pneu a un poids prépondérant sur son impact environnemental. J'imagine que c'est complètement différent pour les pneus de véhicules électriques, puisque les émissions de carbone à l'usage sont bien moindres, non? Alors malheureusement, c'est encore non, je suis désolé. Mais non, parce que l'usage sur un véhicule électrique représente encore plus de 80%. Alors pourquoi? Parce qu'à ce jour, l'énergie qu'on amène pour ces véhicules électriques, elle n'est pas suffisamment décarbonée. Et donc que le pneu, comme je l'ai dit, contribue à absorber une partie de l'énergie du véhicule électrique en roulage et en freinage régénératif, ça contribue encore de manière très importante. Donc, en plus, les véhicules électriques nécessitent des pneus plus grands, parce que ces véhicules sont plus lourds, donc ils consomment plus de matière, et qui, en raison de leur masse, émettent aussi plus de particules par kilomètre parcouru. Je vois que les matières premières sont le deuxième grand impact du pneu sur l'environnement. Mais là, quel levier on peut actionner? Parce qu'il nous faudra toujours autant de matière pour fabriquer un pneu, non? Alors, le point dont on parle ici est l'utilisation de ressources. Donc, le prélèvement de matière que l'on prend à la planète. La première façon de le réduire, c'est évidemment d'utiliser moins de matière, ou de l'utiliser mieux, pour qu'elle dure plus longtemps. C'est le levier frugalité. On l'active, par exemple, en réduisant la masse des pneus ou en augmentant leur durée de vie sur usure. Ou encore en améliorant leur réparabilité ou leur rechapabilité, c'est-à-dire leur aptitude à faire plusieurs vies avec la même carcasse d'origine en ne changeant que la bande de roulement usée. La deuxième façon, c'est d'utiliser des matières qui soient soit renouvelables, c'est-à-dire des matières naturelles que la Terre s'est régénérée à l'échelle d'une vie humaine, ou des matières issues du recyclage, donc qui ont déjà été prélevées, c'est-à-dire des matières recyclées, et c'est ce que l'on entend par le terme matériaux durables. Donc on réduit notre impact sur les matières premières, mais est-ce que ça se traduit par un compromis et une augmentation de l'impact sur la phase d'usage, par exemple à cause d'une dégradation des performances? Non, il n'est pas question de baisser la performance des pneus. Nous avons déjà fabriqué en 2022 des pneus pour bus et pour voitures, homologués pour rouler sur la route,
et comportant 58 et 45% de matériaux durables, c'est-à-dire quand même plus 50 et plus 100% par rapport au taux actuel. Et nous l'avons fait en maintenant l'excellence de toutes les performances, au même niveau que les pneus premium Michelin du marché actuel. Ces pneus ont équipé des véhicules, ils ont roulé. Vous avez ici d'ailleurs un exemplaire encore neuf d'un pneu bus à 58%. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir été honorés pour ces pneus par le prix de la réalisation environnementale de l'année décerné au Tire Tech Expo de mars 2023 par la profession. Vous savez, toucher à la performance des pneus, c'est inévitablement impacter leur phase d'usage et donc dégrader leur empreinte environnementale. Vous avez compris que pour nous, c'est totalement exclu. Et ce, quand bien même le défi est immense. Car pour aller à 100% de matériaux durables dans les pneus, il faudra parvenir à le faire en changeant les quelques 200 matières premières actuellement d'origine fossile qui les composent. Et est-ce qu'il est réaliste d'imaginer un pneu composé à 100% de matériaux durables? Vous voyez, on a déjà fabriqué en 2022 des pneus à 50% de matériaux durables au même standard de performance premium que les pneus Michelin actuels du marché. Alors oui, on est très confiant que l'on saura encore augmenter bien plus largement ces taux dans le courant même de cette décennie, 60-70%, et encore plus les suivantes, jusqu'à 100% en 2050. Après, le plus difficile sera certainement, comme c'est d'ailleurs quasiment tout le temps le cas quand on cherche l'absolu, d'aller chercher les derniers pourcents, et surtout d'aller les chercher pour 100% des pneus, en maintenant toujours l'excellence des performances. Mais vraiment, on est très confiant. Et cette confiance, elle vaut aussi sur l'ensemble, le reste du cycle de vie? Oui, bien sûr. Nous pouvons réduire de manière importante et à grande échelle, c'est vraiment important, l'empreinte environnementale de nos produits et services, et ceci sans dégrader les performances essentielles qui font la réputation des pneus Michelin. L'analyse de cycle de vie nous guide sur nos priorités, et celles-ci sont déjà les domaines d'excellence et de leadership de Michelin. La résistance au roulement, la longévité, les émissions de particules d'usure. Les travaux sur les matériaux renouvelables et recyclés sont déjà très bien engagés. Et enfin, nous travaillons en parallèle pour rendre nos usines plus durables. C'est le cas aussi pour la logistique. Nous sommes déterminés à transporter mieux, à transporter moins et à transporter différemment. Nous avons donc pleinement confiance dans nos capacités à atteindre nos objectifs. Et j'espère que maintenant, vous partagez cette confiance avec nous. Merci Brigitte, merci Cyril, merci. Et merci pour votre attention. Merci.